Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Amandine Ségur, je suis... Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, donc j'interviens à l'hôpital cardiologique Louis Pradel. En l'occurrence, je fais partie du service de psychiatrie liaison et j'interviens effectivement, comme le disait le professeur Chevalier, à raison d'une demi-journée par semaine, donc dans les suivis cardiogénétiques au CERA. Donc on fait des consultations en binôme cardiologue et psychologue. Voilà, on se dit que ça peut avoir un intérêt effectivement pour le patient d'avoir une présence de psy dans des parcours de soins comme ça qui peuvent être relativement exigeants. À côté de ma pratique hospitalière, je suis aussi avec Fort en Sport, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une asso qui propose à des patients en situation d'obésité un parcours à la fois diète, sport, donc grâce à des enseignants APA, et psychologique. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc, des enjeux psychologiques qui peuvent être inhérents à des parcours de soins en cardiologie. D'une façon générale, la pathologie somatique, elle vient quand même impacter le sujet de façon plus ou moins singulière, donc selon les vécus, selon les expériences, selon les ressources dont le sujet dispose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours quelque chose qui est imposé. La maladie, on ne la choisit pas et ça vient potentiellement créer tout un tas de répercussions au niveau psychologique. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur la pathologie cardiaque. Effectivement, il me semble que la pathologie cardiaque, il y a des enjeux qui sont assez spécifiques au niveau psychologique. Moi, j'ai la chance, façon de parler, dans ma pratique, de rencontrer beaucoup de patients du coup, qui sont dans des parcours de soins cardio. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des discours, des enjeux un peu qui reviennent dans leur présentation. Dans un premier temps, il me semble que la pathologie cardiaque, il y a vraiment une notion de gravité qui vient un peu s'en dégager. Dans l'inconscient collectif, le cœur, c'est ce qui est au centre de tout, c'est ce qui fait tourner la machine. Si le cœur ne bat plus, on arrête de vivre. Donc quand on vient dire à un patient, vous avez un problème au cœur, votre cœur ne fonctionne pas normalement, potentiellement, ça vient prendre quand même une dimension assez angoissante pour lui. Pour représenter un peu ce qui peut se passer dans la tête de certains patients, on vient leur annoncer « votre cœur ne fonctionne pas correctement », ce qui peut vouloir dire énormément de choses différentes, de la chose la plus bénigne, entre guillemets, à la plus grave. Et on peut peut-être venir du coup évoquer tout un tas de choses et à la fin, les complications les plus majeures qui seraient par exemple la mort subite. Dans la tête du patient, il y a un raccourci qui peut être fait assez rapidement entre mon cœur a un problème et je risque la mort subite. Alors que ce risque par exemple peut être vraiment à hauteur de, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 0,1%. Puisque c'est l'issue la plus dramatique et la plus catastrophique, naturellement on peut avoir tendance à venir se focaliser là-dessus, parce que ça prenne plus de place dans notre tête. Pourquoi ? Parce que... comment vous dire ça? Toute notre vie, on passe chaque jour, on sait très bien qu'on va mourir un jour, c'est clair pour tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais heureusement on ne se lève pas tous les matins en se disant « je vais peut-être mourir aujourd'hui ». Ça serait intolérable, ça serait beaucoup trop compliqué, on ne serait pas fonctionnel si on pensait constamment à notre propre fin. Donc l'idée c'est que cette pensée-là, la pensée de la mort, de notre propre mort, on la met de côté, on la met en arrière-plan. Quand il se passe quelque chose au niveau de la santé, donc par exemple quand il y a une décompensation cardiaque importante, ou bien quand on vient nous annoncer qu'on a un risque de décompensation cardiaque importante, soudainement, toutes ces angoisses-là de mort, elles repassent un peu au premier plan. Elles sont beaucoup plus présentes pour le sujet, ce qui va générer pas mal, comme vous pouvez vous l'imaginer, de vécus anxieux, de symptômes anxieux, d'angoisse. Donc la pathologie cardiaque, effectivement, annoncée au patient, ça peut être extrêmement difficile. Soit parce qu'il a été confronté lui-même du coup à une décompensation cardiaque, donc par exemple un patient qui aurait fait un infarctus, un arrêt cardio-respiratoire, ou bien alors parce qu'on vient lui dire « tu as potentiellement une prédisposition ou un risque de vivre ces choses-là ». Tout ça, du coup, c'est assez intriqué aussi avec la dimension traumatique qui est présente dans ces parcours de soins-là. Je ne sais pas si vous avez un peu notion de ce qu'est le psychotraumatisme. Le trauma, en gros, c'est cette idée que, pour être très concis sur le sujet, il y a quelque chose, il y a un événement qui se produit, qui nous parvient, qui est tellement intolérable, qui est tellement difficile à gérer, tellement difficile à accepter, donc typiquement une confrontation plus ou moins directe à la mort, que notre cerveau, en fait, il va disjoncter. Il va tout couper. Il n'y aura plus d'émotion, plus de mémoire, plus rien qui sera fonctionnel. On va mettre toutes ces informations-là dans une case un peu de notre cerveau. Ensuite, on va rallumer la machine et du coup, ces informations, en fait, elles n'auront pas été traitées. Il faut s'imaginer vraiment, par exemple, un ordinateur qui traiterait des informations. Là, celles-là, elles sont extraites, en fait. Elles sont un peu cachées quelque part dans le cerveau. Ces informations, du coup, elles sont quand même toujours bien là. Et elles vont pouvoir survenir, s'exprimer dans le quotidien par la suite pour le patient de façon, du coup, plus ou moins difficile. Des symptômes un peu évocateurs d'un psychotraumatisme, ça va être par exemple des cauchemars, ça va être une hypervigilance, le fait d'être très tendu, ça va être des reviviscences, c'est-à-dire l'impression de revivre l'événement, des flashs, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de traumatisme aujourd'hui? Parce que déjà, effectivement, moi, dans le discours de mes patients, je le vois, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et c'est surtout un enjeu médico-social, médico-psy, vraiment de pouvoir venir identifier un peu des symptômes de psychotraumatisme et de pouvoir, du coup, orienter les patients vers des prises en charge adaptées, en l'occurrence psychologiques ou psychiatriques.
Dans des parcours de soins comme ça, du coup, il y a potentiellement des décompensations cardiaques qui sont vécues ou qui sont risquées, entre guillemets. L'enjeu pour le patient, c'est quand même d'accéder à une rémission psychologique, d'arriver à s'en remettre. On va beaucoup dire aux gens justement qui ont vécu des choses comme ça compliquées, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu passes dans l'acceptation. Ça c'est un peu personnel, mais moi j'aime pas beaucoup ce mot parce que le mot acceptation il vient un peu dire je suis ok avec ce qui s'est passé, c'est en phase avec mes besoins, avec mes valeurs, des choses comme ça. On préfère parler d'intégration dans le psychotraumatisme, c'est-à-dire dire cet événement-là effectivement s'est produit, il a été extrêmement bouleversant, extrêmement déstabilisant et j'ai du mal à m'en remettre, mais je vais pouvoir au bout d'un moment l'intégrer à mon histoire de vie, pouvoir me l'approprier, me dire effectivement c'est arrivé, ça fait partie de moi, je ne l'ai pas mis de côté, je ne l'ai pas dénié, mais je peux en faire quelque chose et continuer à vivre avec. Ça, c'est tout l'aspect rémission psycho, du coup, ce sur quoi, moi, évidemment, je travaille avec mes patients et ce sur quoi, vous, en tant qu'acteur de santé, vous pouvez aussi, vous avez aussi un rôle à jouer dans justement l'identification, le diagnostic et peut-être l'orientation. Évidemment, l'autre enjeu, c'est la rémission physique. Et ça, c'est plus vous, justement, et tout le corps médical qui s'en occupe. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, la pathologie cardiaque, elle vient impacter potentiellement le sujet de façon plus ou moins, selon un spectre plus ou moins varié, que ce soit d'intensité ou de sphère de la vie qui est touchée. Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, social. Ici, je note quelques remaniements psychiques. On ne va pas tous les citer parce que déjà, il y en a beaucoup trop. Et puis surtout parce que voilà, ils sont extrêmement dépendants de chaque sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque personne est différente. Face à un même diagnostic, face à une même pathologie, on pourrait très bien réagir, je ne sais pas si on prend un échantillon de 50 personnes, il y a fort à parier que la plupart, c'est-à-dire tous en fait, vont réagir de façon différente. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'aspect impact de la pathologie dans la vie du sujet et du coup pour nous aussi attention particulière à venir valider ce vécu-là. Je m'explique, en psycho on a vraiment ce terme validation émotionnelle qui prend une part très importante, c'est-à-dire que le sujet en fait a vécu ce qui lui est arrivé et vit en fait ce qui risque de lui arriver par la suite aussi de façon tout à fait singulière. Il vient nous partager son vécu parfois, pas seulement en psycho, avec n'importe quel acteur de soins en fait il va pouvoir dire j'ai peur, j'angoisse, je stresse, je sais pas comment ça va se passer. Bref, tout un tas de ressentis, de sentiments qui parfois peuvent être effectivement un peu virulents à recevoir, peuvent être un peu intenses. Mais c'est vraiment important, je pense, en tant qu'acteur de soins et de santé, de pouvoir dire « j'entends ce que tu me dis, j'écoute, je ne comprends pas forcément parce que je n'ai pas forcément vécu la même chose, mais je donne de la légitimité, de la crédibilité à ton vécu ». Parfois, on peut faire un peu cette erreur, je dis erreur, mais ce n'est pas volontaire et ça part toujours d'une bonne intention, de venir dire par exemple au patient « mais non, t'inquiète pas, regarde, tout va bien, on te dit qu'au niveau médical, il n'y a pas de souci, donc t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça ne sert à rien d'avoir peur ». Peut-être, mais lui, il ne le vit pas comme ça. Et c'est vraiment important de venir donner cette légitimité à son vécu. En l'occurrence, vous êtes étudiant du coup à APA, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plus la dimension sportive qui vous concerne. Donc l'idée, c'est de se dire effectivement que la reprise du sport, ça va être un enjeu vraiment dans des parcours de soins comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que dans un parcours de soins en cardiologie, qu'il y ait eu des compensations cardiaques, quand il y a eu des compensations cardiaques, puisqu'on est en réadaptation cardiaque, le corps, potentiellement, il a pu être considéré à un moment comme défaillant, du coup, par le sujet. Le corps, en fait, a lâché. Ce qui veut dire que tout le rapport au corps a été modifié. Pas forcément dans des proportions énormes, c'est-à-dire qu'au final, un sujet peut très bien s'en remettre et dire « bon, c'est bon, j'arrive à retrouver confiance rapidement en mon corps ». C'est pas forcément la norme. Et une nouvelle fois, je ne veux pas vous donner de chiffres hasardeux, mais une grande majorité, en tout cas, des patients que je rencontre justement et qui sont en parcours de réadaptation cardiaque, témoignent vraiment concrètement de cette perte de confiance en leur corps et du coup, de cette difficulté à venir se remettre au sport. Ce qui est difficile aussi dans la pathologie cardiaque, c'est qu'en fait, le sport, ça devient intimidant parce qu'on se dit c'est justement en faisant du sport que je vais pousser mon cœur, que je le pousse un peu dans ses retranchements et du coup que potentiellement il va me lâcher. Vous voyez, à plus forte raison qu'il va me lâcher de nouveau. Il y a cette peur de la répétition aussi souvent. Pour vous, du coup, il y a vraiment un enjeu à venir, si vous travaillez en tout cas vraiment dans ce domaine-là, il y a vraiment un enjeu à y aller progressivement et à venir s'adapter vraiment au rythme du patient. Ce qu'il faut entendre, c'est que dans les parcours de soins, dans les parcours de pathologie somatique et notamment cardiaque, il y a deux temporalités qui se jouent en même temps pour le patient. D'une part, il y a la temporalité physique, donc physique et médicale en l'occurrence, et psychique. C'est-à-dire que par exemple, comme le disait le docteur Lamoureux, quand vous finissez la phase d'hospice, on vous dit « Ok, vous êtes prêt à la réadaptation cardiaque ». Donc ça veut dire que les examens sont favorables, que potentiellement le patient est sous traitement, que le diag il est posé, enfin bref, les soins sont terminés. En tout cas sur la phase d'hospice.
Du coup, en théorie, sur le papier, sur l'aspect médical, le patient est prêt à aller en réadaptation cardiaque. Ça ne veut pas dire que psychologiquement, il est prêt. Comme on en parle un peu depuis quelques minutes, il y a ce côté où en fait la façon dont il est impacté par les événements et dont il craint la suite, dont il appréhende la suite, peut vraiment venir modifier ce rapport-là qu'il a, donc par exemple à l'activité physique, et le mettre vraiment en grande difficulté pour pouvoir la reprendre. Il y a énormément de vécus anxieux et d'angoisse autour de la reprise du sport. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de fréquent. Donc l'idée, si l'activité physique adaptée, c'est effectivement s'adapter à la condition physique de chacun, c'est aussi s'adapter à la condition psychique de chacun. Pour nous, en psycho, sur le côté, justement, on est là pour aider aussi dans ce parcours-là, venir identifier peut-être les blocages, qu'est-ce qui fait que c'est difficile, qu'est-ce qui fait peur, à quoi ça ramène dans l'histoire de vie du patient. Et pour vous, effectivement, ensuite, c'est peut-être aussi trouver des moyens peut-être un peu différents de venir s'adapter aux difficultés, aux blocages qu'ils pourront présenter. Mais voilà, pas hésiter vraiment à venir questionner, à venir essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est difficile pour le patient. Par exemple, un patient en réadaptation cardiaque qui dirait non, monter les escaliers, ça me fait trop peur, je m'en sens pas capable, mais qui en fait fournirait un effort équivalent en termes d'intensité physique sur une autre activité, peut-être qu'en fait en poussant un peu, on se rend compte que c'est justement après avoir monté les escaliers qu'il a fait son infarctus. Venir mettre en lien un peu ces choses-là, ça paraît vraiment important pour pouvoir s'adapter au mieux au patient. L'idée finale de la réadaptation cardiaque, au niveau sportif en tout cas, c'est justement d'accéder à une forme de réappropriation du corps. Comme je disais, le rapport au corps, il est altéré dans la pathologie somatique et notamment cardiaque. L'idée, c'est de pouvoir reprendre progressivement confiance en soi et de se dire « mon corps est capable, mon corps a peut-être été, entre guillemets, défaillant à un moment, mais c'est un moment, ça a été un instant et je peux maintenant reprendre une vie normale, en tout cas une qualité de vie satisfaisante, notamment au niveau sportif. » Encore plus quand on pense à des patients qui justement ont été sportifs toute leur vie et qui soudainement justement voient leur rapport au sport aussi, qui faisait peut-être partie un peu de leur identité, altéré. C'est vraiment important de pouvoir retrouver ça pour leur qualité de vie, pour leur estime d'eux-mêmes, pour leur équilibre personnel. C'est intéressant du coup parce qu'il me semble que nos deux pratiques, elles sont vraiment très en lien. Moi, j'ai tendance à considérer le sport comme une espèce d'anxiolyse naturelle. Je ne sais pas si le terme anxiolyse, il vous parle. C'est l'idée de venir détendre, apaiser, soulager les symptômes anxieux. Le sport, il permet vraiment ça, donc par la décharge physique, par tout ce qui vient se jouer dans l'activité, dans le fait de se dépenser, de se dépasser. Et de la même façon, nous, en psycho, justement, en psychothérapie en l'occurrence, on a vraiment cet aspect de décharge aussi du coup émotionnel, du vécu, qui vient aussi peut-être anxioliser un peu le patient. Ce qui me paraît du coup vraiment important, c'est de terminer là-dessus, sur ce côté où on va travailler en équipe justement, à la fois en psycho, pouvoir justement soutenir le patient dans sa démarche de réadaptation, pouvoir comprendre quels sont les enjeux pour lui, qu'est-ce qui fait peur dans tout le parcours de soins, et en même temps justement les médecins, donc que ce soit cardiologue, vous ensuite enseignants en activité physique adaptée, on a vraiment cet enjeu-là de venir se mettre en lien, de venir transmettre les informations qui sont profitables aux patients pour pouvoir s'adapter au mieux à ses besoins et l'aider à récupérer un niveau de vie qui soit satisfaisant et surtout l'aider à reprendre un peu de contrôle sur sa vie après un événement qui est aussi déstabilisant. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas là. Ok. Donc nous, on est en stage en L3APA, donc dans différentes structures. Et en fait, on s'est fait la remarque la dernière fois en TD que les patients, souvent, ils sont très ouverts avec nous au dialogue. Et dans des questions notamment de confession, donc que ce soit des dépressions, des appréhensions pour des tests sportifs ou des choses comme ça. Et en fait, on se retrouve souvent désarmé dans ce genre de situation. On ne sait pas trop quel dialogue avoir, quelle posture adopter. Et donc, on voulait juste savoir si vous auriez des petits conseils à nous donner à ce niveau-là, que faire, que dire, et voilà. C'est vrai qu'on peut facilement se retrouver un peu désarmé justement quand on a un patient qui arrive et qui est très intense parfois, qui déverse beaucoup, qui vient vraiment partager des choses qui sont de l'ordre de l'intime aussi. Vous, c'est pas effectivement forcément votre posture de venir répondre à ça, donc j'entends déjà que c'est compliqué. Il me semble que la première étape vraiment, c'est de se dire que si le patient il vient déverser ça à un moment donné, c'est qu'il en a besoin. Effectivement, c'est peut-être pas le lieu le plus adapté entre énormes guillemets, mais c'est qu'à ce moment-là, c'est quelque chose vraiment qui est important pour lui de pouvoir avoir un interlocuteur. Donc, je pense que c'est ce que vous faites déjà, mais écoutez déjà, venir accueillir ce qu'il dit, pouvoir se mettre dans une posture de d'accord, enfin pas forcément d'ailleurs rebondir, avoir des choses incroyables à dire, c'est pas tellement dans ce que vous allez répondre, plutôt que déjà dans cette posture d'écoute, c'est déjà énorme en fait pour le patient. S'il parle, c'est qu'il sent en confiance de parler.
Donc déjà, voilà, venir être dans cet accueil, dans cette écoute, et comme je disais, venir valider. Si le patient, voilà, il parle vraiment de son vécu émotionnel, il vient dire vraiment que c'est compliqué pour lui, pouvoir dire, bah oui, effectivement, ça a l'air compliqué. Faire de la reformulation, c'est quelque chose qui peut être aidant dans ces cas-là. Renvoyer juste ce que le patient vient de dire, c'est-à-dire, il va dire, il vous dit il vous raconte tout un pan de sa vie qui est vraiment super compliqué, et il pleure en même temps. Enfin, vraiment, on s'imagine un peu le pire scénario, juste pouvoir dire, bah oui, je vois que ça a l'air difficile pour vous. Je suis désolée de ce que vous vivez, ça a l'air compliqué. C'est déjà énorme en soi, en fait. Il n'y aura pas forcément beaucoup plus que vous pourrez faire dans des situations comme ça, puisqu'en général, c'est justement, on est dans des phases vraiment de déversement. C'est extrêmement difficile à venir contenir, et encore moins justement quand on n'est pas formé pour ça. Donc je pense que c'est déjà c'est suffisant en soi. Et puis du coup, ne pas hésiter, si vous sentez que c'est pertinent, que vous avez un lien avec la personne qui est suffisante, de lui dire est-ce que ça pourrait vous intéresser de rencontrer un psychologue? Je sais qu'on en a dans la structure, ou bien alors je peux me renseigner, ou des choses comme ça. C'est toujours une bonne indication, un soutien psy en général. Moi, j'aimerais revenir sur les psychotraumatismes. Et en fait, j'aimerais bien savoir comment vous vous rendez compte que les personnes, elles ont justement inhibé ces traumatismes. Qu'elles ont inhibé les traumatismes? Oui, qu'elles les ont mis dans une boîte. Oui. Et que... Le psychotrauma, on va vraiment l'identifier par il y a vraiment des symptômes super évocateurs. Il y a vraiment, je refais un peu le listing et je réponds peut-être ensuite un peu plus encore à la question, mais il y a vraiment déjà tout ce qui va être de l'ordre des troubles du sommeil. Est-ce que la personne fait des cauchemars notamment? Est-ce qu'il y a des insomnies? Va y avoir le fait d'être hyper vigilant, c'est-à-dire d'être super attentif aux moindres signes, par exemple, en l'occurrence dans un parcours cardiaque comme ça, d'être attentif à la moindre sensation corporelle qui ne serait pas normale. Le fait d'être très tendu, d'être particulièrement anxieux alors que ce n'était pas forcément le cas avant, d'être extrêmement activé émotionnellement à l'évocation de ce qui s'est passé. Et vraiment, il y a tout un pan pensée envahissante. Donc flash et reviviscence. Vraiment le fait que l'événement il s'impose au niveau conscient chez le sujet de façon répétée. Ceci dit, ce qui est important quand même, c'est que quand il se passe quelque chose comme ça, un infarctus, un arrêt cardiaque, c'est vraiment normal de ne pas être bien après, d'y repenser constamment, de pleurer beaucoup ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une question de temporalité dans le psychotraumatisme qui est importante de venir... il faut être attentif là-dessus. Jusqu'à 1 mois après l'événement, c'est normal de ne pas être bien. Alors, si les symptômes sont vraiment aigus, on va parler de stress aigu potentiellement. Après, je ne suis pas psychiatre, je ne m'avance pas non plus beaucoup trop, mais en l'occurrence, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Par contre, si on voit qu'au-delà d'1 mois, par exemple, les symptômes persistent, là, effectivement, ça vaut le coup d'entamer une prise en charge, donc EMDR ou autre. Mais du coup, comment est-ce qu'on s'en rend compte justement qu'un patient il est potentiellement traumatisé de ce qui s'est passé? Ça va se voir parce que ça va être manifeste à travers les symptômes qu'il va présenter. Et d'ailleurs, souvent, il va y avoir un peu dans le discours ce côté choc. J'arrive pas à dépasser ce qui s'est passé, j'arrivais pas à croire ce qui s'est passé, et surtout aussi beaucoup de « je me suis vu mourir ». Si le patient vraiment évoque ça, cette sensation de s'être vu mourir, cette peur du coup maintenant de mourir, on peut avoir une attention particulière sur la question du psychotraumatisme. Merci. On est un petit peu en retard, mais je ne sais pas s'il y a peut-être une dernière question. Une dernière question avec question courte, réponse courte, du coup. Je voulais juste savoir si vous avez des échanges hebdomadaires justement avec les enseignants APA pour pouvoir échanger et justement pouvoir avoir cette prise en charge pluridisciplinaire qui puisse s'ajuster, on va dire, toutes les semaines. Oui. Alors à l'hôpital, malheureusement, c'est pas forcément le cas. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer d'enseignants APA dans le cadre de la pratique hospitalière. Ça serait vraiment bien. On est déjà en lien beaucoup plus maintenant avec les médecins, ce qui est déjà un premier pas. La psycho, franchement, on se fait notre place. C'est pas encore tout à fait démocratisé. Le fait que le patient il a peut-être besoin d'une prise en charge psychologique. Là, à travers le partenariat justement qu'on a avec le CERA, on arrive à mettre un peu plus ça en place, mais c'est quelque chose qui est encore un peu difficile. Donc c'est le but d'arriver vraiment à faire partie de réunions pluridisciplinaires, à venir s'incruster un petit peu plus, mais c'est pas encore tout à fait ça honnêtement. Oui. Merci beaucoup. On peut aussi applaudir l'intervenante.